Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 11 août, les affrontements à longue distance s'intensifient en Europe de l'Est, tandis que de nouveaux rapports de force se dessinent au Moyen-Orient. Au pays, Ottawa prépare une semaine décisive sur le commerce, pendant que des enjeux de cybersécurité et de cohésion sociale s'imposent. Géopolitique. L'Ukraine et la Russie étendent leurs frappes aériennes plus loin dans les territoires adverses. Les deux pays multiplient missiles, drones et bombes guidées, sans disposer d'une solution simple pour arrêter ces attaques. Cette dynamique rend la protection des infrastructures et des populations plus difficile, alors que l'hiver à venir s'annonce éprouvant. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a utilisé des missiles balistiques nord-coréens lors d'une attaque nocturne. La ville de Zaporijjia a compté 6 morts et au moins 19 blessés, selon la mairesse Reina Karchenko. 4 immeubles d'appartements et plusieurs bâtiments non résidentiels ont été endommagés dans cette ville du sud-est. Volodymyr Zelensky évoque aussi l'emploi de missiles Zircon et de bombes aériennes guidées pendant cette salve. En Russie, une attaque de drones ukrainiens a frappé le grand pôle pétrolier de Nijnekamsk au Tatarstan. Les autorités régionales parlent de 13 morts et de 78 blessés. Cette frappe figure parmi les attaques de drones ukrainiennes les plus meurtrières depuis le début du conflit. L'épisode illustre l'élargissement des cibles jusque loin à l'intérieur du territoire russe. Dans le Golfe, l'Iran maintient une ligne dure sur le détroit d'Ormuz. Téhéran conditionne toute réouverture à une liste d'exigences, dont le paiement de réparation par les États-Unis pour des dommages de guerre. Le président Donald Trump a publiquement tourné en dérision ces conditions, en particulier l'idée de réparation liée à 5 mois de bombardements américano-israéliens. L'impasse survient alors que la pression monte autour du Yémen, où un conflit paraît se rapprocher entre une coalition soutenue par l'Arabie saoudite et les Houthis appuyés par l'Iran. En Turquie, le Parlement a approuvé une loi de type pardon conditionnel, visant des milliers de militants du PKK. Le texte prévoit un cadre de réintégration pour certains combattants, afin d'appuyer une initiative de paix du gouvernement. La question du chef emprisonné, Abdullah Öcalan, demeure, elle, non réglée par ce dispositif. Cette étape législative vise à réduire un conflit qui dure depuis 4 décennies. Canada. Ottawa décrit comme cruciale la semaine qui s'ouvre pour la révision de l'ACEM. Le ministre Dominique Leblanc doit rencontrer mardi le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. Le rendez-vous s'inscrit dans une séquence politique où le Canada veut clarifier ses priorités et ses lignes rouges. Les discussions touchent directement les règles commerciales qui encadrent une large part des échanges avec les États-Unis et le Mexique. Québec et Ottawa enquêtent sur des cyberattaques qui ont ciblé des usines de traitement d'eau potable. 2 installations ont été attaquées au Canada pendant l'été. Le dossier inquiète, car les réseaux d'eau exigent une continuité de service et une sécurité opérationnelle élevée. Aux États-Unis, des dizaines d'usines ont été touchées, ce qui renforce l'attention portée au risque de contagion et de reproduction des méthodes. Des auteurs canadiens apprennent qu'ils seront peu nombreux à être indemnisés dans le dossier visant l'entreprise Anthropic. L'entreprise a utilisé des versions piratées d'œuvres pour entraîner Claude, son modèle d'intelligence artificielle. Le mécanisme d'indemnisation attendu ne couvrirait qu'une fraction des créateurs concernés au Canada. L'enjeu met en tension le droit d'auteur, l'accès aux œuvres et les pratiques d'entraînement des grands modèles. Des réseaux organisent aussi l'installation de Juifs canadiens aux États-Unis, en réaction à l'antisémitisme. Le mouvement s'appuie sur des dispositifs d'accompagnement pour faciliter les démarches et l'intégration. Le phénomène traduit une inquiétude tangible, avec des choix de vie et de mobilité qui se déplacent vers le sud. La question pose un défi de sécurité, mais aussi de climat social dans plusieurs communautés.
À Kanawake, la communauté Mohawk entame une reconquête territoriale à partir d'une première parcelle. Cette acquisition est présentée comme un prélude à des revendications plus vastes. Le dossier touche l'aménagement, l'accès à la terre et l'affirmation politique de la communauté. Il ouvre une étape concrète avec un territoire précis plutôt qu'un débat uniquement juridique. À Montréal-Nord, le service de police de la ville de Montréal doit répondre aux citoyens sur des allégations de racisme. Le directeur du SPVM, Fadi Daguerre, doit prendre la parole mardi et répondre aux questions du public. Les allégations visent des agents du poste de quartier 39. Des intervenants y voient une occasion pour le corps policier de commencer à réparer la confiance avec la population. Science. Le Japon envisage d'intégrer une intelligence artificielle domestique au système de commandement des forces d'autodéfense. Le gouvernement veut aider les commandants à prendre des décisions plus rapidement. Le projet s'inscrit dans une adaptation à de nouvelles formes de guerre, où l'information circule en temps réel. Le choix d'une IA domestique met aussi l'accent sur la souveraineté technologique et la maîtrise des données sensibles. L'enjeu opérationnel porte sur le tri et la synthèse de volumes importants d'informations. Un système d'aide à la décision peut influencer la planification, la surveillance et l'allocation de ressources. Les autorités japonaises avancent l'idée d'un outil au service des commandants plutôt qu'un dispositif autonome. La question centrale reste l'intégration sécurisée dans une chaîne de commandement militaire. Sur le plan sanitaire, un cas suspect d'Ebola mobilise des responsables de la santé après le retour d'un homme de la République démocratique du Congo. Le patient a demandé des soins après avoir développé de la fièvre. Il a été placé en isolement dans un hôpital de Beersheba. Les résultats des tests étaient attendus dans un délai de 24 heures. Les procédures d'isolement répondent à la nécessité de limiter tout risque de transmission. Le suivi repose sur la rapidité du dépistage et l'identification des contacts potentiels. Dans ce type de situation, les autorités cherchent à confirmer ou exclure le diagnostic le plus vite possible. Le signalement montre la vigilance accrue autour des maladies hémorragiques sévères. Climat. Une vague de chaleur a fait tomber plusieurs records en Europe au début août, sous l'effet d'un vaste système de haute pression. L'Autriche a atteint 41,2 degrés Celsius, tandis que la Slovaquie a enregistré 42,2 degrés. Culminé à 41,8 degrés, battant un record qui datait de 1905. Dans certaines zones, la température nocturne est restée au-dessus de 28 degrés, un niveau associé à une nuit dite tropicale. La sécheresse et les feux de forêt se sont intensifiés sur le continent européen. En Asie de l'Est, des tempêtes tropicales ont apporté de fortes pluies et des perturbations. L'ensemble souligne des extrêmes simultanés entre chaleur durable et épisodes de précipitations intenses. En Afrique, le réchauffement modifie la carte du risque paludique. Des chercheurs observent des changements dans les schémas de transmission du paludisme, liés aux températures plus élevées. Ces déplacements de risque créent de nouveaux défis pour les systèmes de santé et les stratégies de lutte contre la maladie. Monde. En Colombie, un séisme de magnitude 7,4 a frappé l'ouest du pays et a fait au moins 111 morts selon des bilans initiaux. Des équipes de recherche et des civils ont fouillé les décombres à Cali, la troisième ville du pays. Des bénévoles ont formé de longues chaînes humaines pour évacuer le béton et les gravats. Plus de 2 douzaines de structures se sont effondrées et des personnes restaient coincées, selon le maire de Cali, Alejandro Eder. La ville a demandé l'envoi d'équipes de secours depuis Bogota et Medellín pour soutenir les opérations. L'épicentre se situait dans le département de Chocó, avec une secousse enregistrée à 7h34, heure locale. Des dégâts ont aussi touché d'autres villes, dont Pereira. Le bilan humain a continué d'évoluer, avec des autorités évoquant ensuite plus de 130 morts, puis au moins 164 morts. Des centaines de personnes ont été blessées, avec un chiffre rapporté d'au moins 480 blessés.
Les secours ont poursuivi les recherches durant la nuit, alors que des victimes restaient possiblement sous les bâtiments effondrés. Aux États-Unis, un cinéaste kurde, Gabar Choli, raconte une longue période de gavage forcé pendant une grève de la faim en détention migratoire. Il décrit 8 mois de force alimentation, souvent 2 fois par jour, dans un centre de détention au Texas. Il se trouvait au Port Isabel Service Processing Center, un établissement de l'agence fédérale ICE, dans le sud de l'État. Il dit avoir été attaché, immobilisé et alimenté de force, une pratique contestée par des organisations internationales de défense des droits humains. Il évoque des blessures physiques et des séquelles psychologiques après des interventions répétées. Il vit maintenant au Canada après avoir été expulsé des États-Unis. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 375 $ américains, en hausse de 0,6% sur 24 heures. L'argent se négocie à 65 $ américains, en hausse de 1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 64,79 en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,717 $ américains. Donald Trump a pris la défense du président de la FIFA, Gianni Infantino, alors que la fracture avec l'UEFA s'aggrave. Gianni Infantino fait face à de fortes critiques après l'échec d'un plan de séparation des opérations commerciales de la FIFA. Le projet impliquait un montage lié à JP Morgan Chase et à des investisseurs privés autour d'actifs commerciaux. Donald Trump a averti que la FIFA ferait selon lui une terrible erreur en envisageant de remplacer Gianni Infantino. Le président américain affirme qu'Infantino a dirigé la Coupe du Monde la plus réussie, évoquant un succès par 4 fois. Dans un autre dossier, Donald Trump a signé un décret visant à réduire les recommandations de vaccination chez les enfants. Le texte appelle à limiter le calendrier à 11 immunisations. Il demande aussi davantage d'espacement entre les injections. Le décret encourage une révision des obligations vaccinales à l'école. Il propose également de séparer le vaccin combiné rougeole, oreillon, rubéole en 3 injections distinctes. Des experts médicaux contestent la base scientifique de ces changements et craignent une baisse de protection des enfants. À savoir aujourd'hui, le 11 août 1965. Des émeutes éclatent dans le quartier de Watts à Los Angeles et se prolongent plusieurs jours. Le 11 août 1999, une éclipse solaire totale traverse l'Europe et une partie de l'Asie. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.